Je vais essayer de vous convaincre pendant ces 10 minutes que le rythmologue a vraiment sa place dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Évidemment pas pour tous les patients, mais pour un certain nombre de patients sélectionnés. Alors ces patients sélectionnés, qui sont-ils? Ce sont les patients qui ont des troubles de conduction intraventriculaire, le plus souvent un bloc de branche gauche. On sait que ce fameux bloc de branche gauche est associé à des troubles hémodynamiques, que ce soit au niveau du remplissage, de la baisse de la fraction d'éjection, de l'aggravation de la fuite mitrale, et que va y avoir de vraies cardiopathies gauches induites par un bloc de branche gauche, ou que de toute façon ça va aggraver une cardiopathie préexistante, et ça on le sait assez bien. Alors pour pallier à cet asynchronisme, il y a la resynchronisation qui est quand même une invention française qui a été décrite et mise en place il y a en 1994 et maintenant qui s'est quand même largement répandue avec une technique qui est quand même maintenant bien éprouvée, avec des taux de réussite d'implantation de la sonde ventriculaire gauche qui est maintenant au-delà de 95% grâce à l'évolution des techniques, ce qui fait qu'on fait appel quand même de moins en moins souvent à nos amis et collègues chirurgiens pour la mise en place de cette sonde ventriculaire gauche. Alors le bénéfice de la resynchronisation n'est plus à démontrer. Alors elle a été montrée, encore une fois, pas chez tous les patients, mais chez les patients qui ont une fraction d'éjection basse à moins de 35% et donc un trouble de conduction avec un QRS qui est à plus de, en général, 130 millisecondes dans les études. Alors ça a été montré, le bénéfice a été montré sur la qualité de vie, sur la réduction de la classe NYHA et surtout, ce qui nous intéresse surtout, c'est sur la réduction des hospitalisations, en particulier pour insuffisance cardiaque, et des décès. Et je vous ai montré à droite cette méta-analyse qui va pouler un petit peu toutes ces études et qui vous montre bien ce bénéfice clair de la resynchronisation dans cette indication, encore une fois, sur la mortalité et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors on sait que ce bénéfice de la resynchronisation, encore une fois, on va resynchroniser un délai de conduction intraventriculaire et donc le bénéfice, il a été bien montré dans les études comme étant directement associé à la durée du QRS. Ici, vous pouvez voir que globalement, ce bénéfice commence à apparaître à partir de QRS qui font 130 millisecondes et puis vous voyez que globalement, plus la durée du QRS de base est large, plus le bénéfice qui a été montré dans les études est important. Donc c'est clairement, la durée du QRS c'est quand même quelque chose d'important en tout cas pour prédire la réponse à la resynchronisation. Alors Richard et Perrine vous ont bien montré ce schéma qui montre la place des différents traitements dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique et donc ils ont assez simplifié les recommandations et vous pouvez voir que donc chez des patients qui ont un traitement médical optimal et qui restent avec une fraction éjection basse et qui ont un QRS large, la resynchronisation a toute sa place. Alors quand on dit traitement médical optimal, en général c'est au moins 3 mois de traitement médical optimal. C'est ce qui est noté aussi dans les recommandations et en même temps les recommandations de stimulation et de resynchronisation sont parues en parallèle. Heureusement ils disent la même chose donc on est un peu rassuré et vous voyez que donc la resynchronisation a une recommandation de classe 1 dans les QRS à plus de 150 millisecondes avec un bloc de branche gauche. Ça descend à un niveau de classe 2 quand vous avez des QRS un peu moins larges ou un aspect de bloc de branche droit et encore une fois ce n'est pas indiqué chez les patients qui ont des QRS fins, au contraire ça peut être parfois délétère. Alors quand on questionne la question de à quel moment il va falloir, si le patient est éligible, le proposer pour une resynchronisation, il y a quand même aussi un élément qui peut rentrer en ligne de compte, c'est que c'est ce qui avait été montré dans cette étude parue en 2018, c'est que les patients qui ont une cardiopathie dilatée avec un bloc de branche gauche ont tendance à un peu moins répondre au traitement médicamenteux, alors que ce sont ceux qui vont finalement le mieux répondre à la resynchronisation. Donc, faut peut-être pas non plus chez ces patients qui sont a priori bien éligibles à la resynchronisation faire trop traîner, parce qu'on sait que finalement ils vont bien répondre et que peut-être qu'ils répondent un petit peu moins bien aux médicaments. Et puis, chez les patients qui sont bien sélectionnés, on a des fois des réponses miraculeuses, ce qu'on appelle des super répondeurs. On considère que ça concerne à peu près 10 à 30% des patients. Alors, il y a des profils types qui ont été décrits, en fait, d'être une femme, d'avoir un bloc de branche gauche, des QRS larges, une cardiopathie plutôt dilatée non ischémique. Et des fois, ça donne ça. C'est un patient de Françoise
qui est ici. On avait fait... Alors, le patient était vraiment sous traitement médical optimal depuis plusieurs mois, donc on ne veut pas dire que ce soit les médicaments. Et vous voyez ici son échographie avant, et ici, après la resynchronisation, le patient a récupéré une fraction d'éjection parfaitement normale, et la dilatation du ventricule gauche a complètement disparu. Et depuis, avec la resynchronisation, il va parfaitement bien. Alors évidemment, tous les patients, même s'ils sont éligibles, ne vont pas répondre à la resynchronisation. On considère qu'il y a à peu près 30 à 30% des patients qui ne vont pas bien répondre. Il y a des critères qui ont été retrouvés. On sait que, comme je vous ai dit, la largeur des QRS, plus les QRS vont être larges, mieux il va répondre. Les blocs de branche gauche vis-à-vis du bloc de branche droit. Il y a aussi des critères techniques qui doivent être pris en compte. C'est-à-dire que si on va mettre la sonde VG n'importe où, faut pas espérer que le patient soit bien resynchronisé. Et puis il y a aussi des données sur la cardiopathie sous-jacente, même si ça semble pas si clair que ça. Donc, quelles sont les perspectives pour ces patients qui ne sont pas répondeurs à la resynchronisation? Il y a un essai qui est actuellement en cours pour essayer de voir quel est l'intérêt de la stimulation multipoint, parce que maintenant on met quasiment toujours des sondes quadripolaires, donc on peut aller stimuler le ventricule gauche à différents endroits. Donc on attend les résultats, on l'espère, l'année prochaine. Des choses sur les optimisations des délais qui peuvent être aussi intéressantes. Il y a la stimulation ventriculaire gauche endocardique qui a été décrite, en particulier par l'équipe de Bordeaux. Il semble que la stimulation VG endocardique présenterait des intérêts en termes de meilleure synchronisation. Le problème, c'est qu'elle émette une sonde ventriculaire gauche à l'intérieur, qui reste à l'intérieur de la cavité ventriculaire gauche, c'est associé à des thromboses, et je pense que c'est aussi pour ça que ça n'a pas pris. Et puis il y a des petits systèmes aussi qui sont en train d'être développés. Alors, ça c'est dans la série du MICRAR. Il y a des petites capsules qui sont en train d'être développées, qui communiquent avec un petit capteur qu'on met en sous-cutané. Et donc sur le plan technologique, c'est des choses peut-être qui vont se développer par la suite. Alors, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui, en termes de stimulation, qui semble assez intéressant, qui est la stimulation icienne ou para-icienne, qui a été montrée comme pouvant resynchroniser les patients aussi bien qu'un stimulateur biventriculaire. Il y a des cas cliniques, il y a des petites études. Alors évidemment, on n'est pas sur les 3000 patients du CRT, mais il y a des choses quand même assez intéressantes qui sont en train de sortir sur la stimulation icienne dans l'indication de la resynchronisation. Et dans les dernières recommandations de stimulation, clairement, ça a été noté comme pas de première intention, mais chez les patients où il y a un échec, par exemple, de pose de sonde VG, ou les patients, on sait qu'ils vont un peu moins bien répondre, comme les patients qui ont un bloc de branche droit, ou des patients à qui on veut ablater la jonction, c'est quelque chose qu'on peut proposer en alternative à la stimulation biventriculaire conventionnelle. Et puis enfin, je voulais vous montrer cette étude qui vient de sortir, qui est l'étude APAF-CRT, qui montre que la resynchronisation pourrait, en plus de l'ablation de la jonction du nœud auriculo-ventriculaire, avoir un impact important en termes de mortalité chez les patients qui ont de la fibrillation atriale associée à de l'insuffisance cardiaque, soit à fraction d'éjection basse, soit à fraction d'éjection préservée. Et vous voyez que, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de patients, on a chez les patients qui ont une ablation de la jonction avec la resynchronisation versus les patients qui ont uniquement un traitement ralentisseur, un bénéfice impressionnant, je trouve, en termes de mortalité. Et donc, peut-être que c'est quelque chose qu'on fera plus, en tout cas chez ces patients qui ont de la fibrillation atriale, qu'on a du mal à ralentir, qui ne sont pas éligibles à une ablation de fibrillation atriale. Voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis je suis prête à répondre à vos questions. Question pour Estelle, une autre spécialiste de l'insuffisance cardiaque. Alors, moi qui ai vécu les différentes phases, je trouve que globalement, les indications se sont simplifiées par rapport à il y a quelques années, ouais, où on envoyait les malades se faire échographier, mesurer des choses très complexes. Alors ça a été sûr, il y a une étude qui a bien montré qu'il n'y avait aucun critère échographique qui était prédicteur de bonnes réponses. Donc finalement, cette étude a permis de simplifier les choses, puisqu'on n'a qu'à regarder l'électrocardiogramme du patient et mesurer, ouais, la largeur du QRS pour savoir si le patient est éligible. Voilà. Après, faut se poser des questions, c'est-à-dire que les patients qui ont pas beaucoup de critères de mauvaise réponse, qui ont des QRS vraiment pas très larges, un bloc de branche droit,
On sait que c'est quand même des critères de mauvaise réponse, et c'est là aussi peut-être la stimulation ICN pourrait être potentiellement intéressante. Richard, voilà, avec le micro s'il te plaît. Moi j'ai toujours cette question de la resynchronisation seule ou resynchronisation et défibrillateur. On sait que la resynchronisation finalement améliore quand même la fraction d'éjection de beaucoup de patients qui, si on la met en place seule, finalement ils ne sont plus redevables d'un défibrillateur. Donc finalement actuellement quelle est la stratégie, surtout par exemple dans les cardiopathies non ischémiques où on a l'impression que le défibrillateur recule un peu, puisque bon, on voit qu'il y a des études qui montrent que c'est peut-être pas si efficace que ça. Est-ce que sur une cardiopathie dilatée non ischémique avec un gros bloc gauche et qui paraît être un très bon répondeur, est-ce qu'il faut mettre un défibrillateur d'emblée ou se contenter d'une resynchronisation? Après, ça rejoint la question des cardiopathies dilatées. Est-ce qu'il faut mettre un défibrillateur ou pas? Après, c'est vraiment, et c'est ce que disent les recommandations, vraiment des discussions au cas par cas. Pour les cardiopathies dilatées, il y a quand même un bénéfice du défibrillateur chez les patients les plus jeunes. Et puis, quand même, faut souligner que la stratification actuelle qu'on a du risque dans les cardiopathies dilatées uniquement sur la fraction éjection du ventricule gauche est très mauvaise, et que probablement il va falloir qu'on prenne en compte d'autres critères, l'IRM, la génétique, etc., pour prendre la décision. Donc, bien sûr que si on a un patient qui a une cardiopathie dilatée, un bloc de branche gauche, il a 85 ans, on va plutôt avoir tendance à lui proposer un pacemaker, une resynchronisation avec uniquement un pacemaker. Après, personnellement, un patient jeune de 50 ans, j'aurais tendance plutôt à lui proposer un défibrillateur. Voilà. Mais je suis pas sûre que le problème, c'est qu'on n'a pas la bonne stratification du risque actuellement dans la cardiopathie dilatée. Et le jour où on l'aura, on pourra prendre des meilleures décisions, je pense. Estelle, on a l'impression que la resynchro, elle passe quand même après les médicaments. Et d'un autre côté, c'est sûr, c'est écrit. Et dans ton topo, tu nous dis faut quand même pas la faire trop tard. Alors, c'est quoi le bon moment de la resynchro? Je pense que dans les recommandations, ils mettent 3 mois. Moi, ça me semble tout à fait logique d'attendre 3 à 6 mois. Il n'y a jamais non plus d'urgence, sauf si, effectivement, il y a une indication de défibrillateur, c'est-à-dire que le patient a une hyperexcitabilité ventriculaire ou il a une cardiopathie qu'on considère au risque rythmique. Là, évidemment, sur l'indication du défibrillateur, on ne va pas attendre. Donc, à ce moment-là, on va faire le DEF. Et en 3 mois, Richard aura fait le boulot avec les médicaments, tu crois? Non, mais il y a des patients, enfin voilà, c'est vrai que ça a été montré quand même que les patients qui ont une cardiopathie dilatée avec un gros bloc gauche, ils répondent un peu moins bien. Parce que, en fait, probablement qu'il y a une part de cardiopathie rythmique induite par ce bloc de branche gauche. On le voit bien chez les patients qui ont une cardiopathie dilatée, à qui on va mettre un pacemaker avec une stimulation mono-VD, ils vont dégrader leur fonction ventriculaire.